La première chose que quiconque remarqua fut ses mains. Elles tremblaient si fort qu'elles se brouillaient dans la lumière fluorescente du bureau de la conseillère, ses doigts volant en mouvements nets et frénétiques qui suppliaient d'être compris. La fille était petite, mince, son sweat à capuche de friperie encore humide du brouillard matinal. Elle était sourde, et la peur était le seul son dans son monde en ce moment. Elle était assise en face de la conseillère scolaire, les yeux grands ouverts, fuyant vers la porte toutes les quelques secondes comme si elle s'attendait à ce qu'elle s'ouvre. Sa langue des signes était précipitée, entrecoupée de respirations superficielles. Il continue de me suivre. Encore. Plus lentement. Il continue de me suivre. Ses mains répétèrent les mots comme une prière en laquelle elle ne croyait pas qu'on répondrait. La conseillère hocha la tête trop vite, griffonnant des notes, offrant un sourire exercé qui n'atteignit pas ses yeux. Elle posa des questions avec sa voix, oubliant, encore, que la fille ne pouvait les entendre. Un interprète était censé arriver, mais les minutes passèrent, puis d'autres. La fille sentit le temps s'étirer, s'amincir, la laissant exposer. Elle avait essayé d'expliquer avant. À des professeurs, à un agent de sécurité, même à sa mère, qui travaillait 2 emplois et rentrait épuisée, les mains rudes et fatiguées, les yeux pleins d'inquiétude mais sans solution. À chaque fois, la réponse était la même. Peut-être est-ce une coïncidence. Peut-être que tu imagines des choses. Peut-être que c'est juste un inconnu. Mais il n'était pas juste un inconnu. Il était l'homme à l'arrêt de bus qui se tenait trop près et ne détournait jamais le regard. L'homme reflété dans les vitrines des magasins, toujours juste derrière elle. L'homme qui apparaissait à différents coins de son quartier dans des vêtements différents, à des heures différentes, mais toujours avec la même immobilité, observant, attendant. Sa poitrine se serra alors que le souvenir revenait en flou. Elle l'avait vu à nouveau. De l'autre côté de la rue, près des grilles de l'école. Il n'avait pas traversé. Il n'avait pas fait signe. Il s'était simplement tenu là, les yeux rivés sur elle, comme s'il n'avait nulle part ailleurs où elle signa plus vite maintenant, le désespoir perçant ses mouvements prudents. Je prends des chemins différents. Je pars avec des amis. J'attends. Il vient quand même. Ses mains tombèrent sur ses genoux, tremblantes, inutiles. La conseillère se pencha enfin en avant, un semblant d'inquiétude y passant trop tard. La fille leva les yeux, scrutant son visage à la recherche de croyances, de sécurité, de quoi que ce soit de solide auquel se raccrocher. Dehors, des étudiants riaient, des casiers claquaient, la vie avançait bruyamment. À l'intérieur de cette petite pièce, un avertissement silencieux flottait dans l'air, invisible, inaudible, et terrifiant de facilité à ignorer. C'était un sentiment qu'elle ne pouvait pas signer, seulement porter, une certitude que quelque chose de terrible approchait, et que si quelqu'un n'écoutait pas bientôt, le silence censé la protéger deviendrait la raison pour laquelle elle disparaîtrait pour toujours, inaperçue, non protégée, invisible, inaudible, effrayée, seule, attendant, impuissante. Ces matins commençaient avant le lever du soleil, non pas parce qu'elle le voulait, mais parce que l'appartement était bruyant même dans le silence. Le radiateur claquait, les planches du plancher gémissaient, et le réveil de sa mère vibrait sans fin sur la table de chevet. Elle s'habillait en couche pour cacher la finesse de ses vêtements, enfilant des chaussures aux semelles lisses à force de trop de kilomètres parcourus au lieu de payer le bus. L'école n'était pas plus sûre. Elle était simplement plus lumineuse. Les professeurs souriaient gentiment, puis se détournaient. Quand elle essayait d'expliquer, les mains bougeant avec soin, ils hochaient la tête sans vraiment regarder. Un professeur écrivit un mot qui disait malentendu, un autre suggéra de l'anxiété. Aucun ne demanda pourquoi ses yeux parcouraient les couloirs avant chaque cours. Aucun ne remarqua comment elle choisissait des sièges près des sorties, ou comment ses épaules se crispaient chaque fois que des pas apparaissaient derrière elle. Les camarades de classe remarquaient plus, mais s'en souciaient moins. Ils chuchotaient quand elle passait, imitant ses mains, riant doucement pour ne pas se faire attraper. Certains étaient curieux, certains cruels, la plupart indifférents. Elle apprit tôt qu'être sourde la rendait invisible jusqu'à ce que cela la rende divertissante. Les mauvais jours, elle se demandait lequel était pire. Pourtant, à l'intérieur, son monde était vif et vivant. Elle remarquait tout. Le rythme des mouvements des gens. La façon dont les ombres bougeaient quand quelqu'un approchait. La tension dans la mâchoire d'un inconnu, la lourdeur dans un regard qui s'attardait trop longtemps. Elle lisait la peur non pas à travers les mots, mais à travers des schémas. Et son schéma à lui était indubitable. Elle le vit près de l'épicerie, où elle aidait sa mère à compter la monnaie. Elle le vit devant la bibliothèque, adossée à un poteau, feignant de scroller sur un téléphone qu'il n'utilisait jamais. Elle le dit une fois à un garde de la traversée, signant avec urgence, pointant du doigt dans la rue. Le garde sourit, confus, et fit signe à la circulation de passer. Au moment où elle rentrait chez elle chaque jour, l'épuisement s'installait profondément dans ses os. Pas à cause de la marche, mais à cause des explications, des preuves.
d'entendre dire, encore et encore, que tout allait bien. Sa mère la serrait fort dans ses bras, signait que tout irait bien que ses yeux trahissent un doute et une peur qu'elle essayait de cacher. La nuit, allongée sur un matelas partagé avec des inquiétudes trop grandes pour une petite pièce, la fille fixait le plafond et priait de la seule manière qu'elle connaissait. Pas avec un son, mais avec de l'espoir. Elle demandait à quelqu'un d'écouter. Vraiment écouter. Parce qu'elle le sentait se rapprocher, le danger que personne d'autre ne pouvait voir, et elle craignait qu'au moment où le monde remarquerait son silence, il serait enfin trop tard. Ce n'était pas de la paranoïa, pas de la confusion, pas de l'imagination enfantine. C'était de l'instinct, aiguisé par la négligence, affûté par le fait de regarder les gens rejeter ce qui les effrayait. Quelque part au-delà de sa fenêtre, un homme se déplaçait dans la ville, inaperçu, incontesté. Elle le sentait comme une tempête se formant avant les nuages. Et alors que le sommeil l'emportait enfin, une vérité demeurait. Le silence pouvait être mortel, et être inaudible était son déguisement le plus cruel, attendant patiemment le moment que personne ne pourrait défaire, peu importe à quel point il crierait plus tard, après, seul, brisé, en deuil, éveillé pour toujours, encore. Elle le remarqua d'abord près de la clôture en face de l'école, là où les maillons de la chaîne se courbaient vers l'intérieur comme s'ils étaient fatigués de garder leur forme. Ils se tenaient là certains matins, pas assez près pour importer, pas assez loin pour oublier. Juste là, les mains dans les poches, la tête légèrement baissée, observant. Depuis son côté de la rue, il paraissait plus âgé que les autres parents, plus âgé que la plupart des hommes qui traversaient le quartier. Sa veste était effilochée aux poignets, les chaussures éraflées, le jean délavé et fin aux genoux. Rien chez lui ne criait danger, mais rien ne criait sécurité non plus. Ses yeux, quand il se levait, portaient une lourdeur qui lui serrait l'estomac. Elle le revit à l'arrêt de bus 2 jours plus tard. Même distance, même immobilité. Le bus rugissait, entrait et sortait, les portes s'ouvraient, les gens se déplaçaient, mais il ne monta jamais. Il restait derrière la ligne jaune, le regard constant, comme s'il attendait quelque chose qui refusait d'arriver. Elle remonta son sac à dos plus haut, le pouce accélérant, les doigts se recroquevillant instinctivement, prêt à signer pour une aide qui ne vint jamais. Partout après cela, il semblait exister juste au-delà de la certitude. Devant le magasin du coin. De l'autre côté du parc, près de la clôture à nouveau, penché maintenant, le poids favorisant une jambe comme si elle faisait toujours mal. Il ne traversa jamais vers elle, ne souriait jamais, ne détournait jamais le regard assez vite pour prétendre à une coïncidence. Sa peur remplissait le silence qu'il laissait derrière lui. Pourquoi elle? Pourquoi toujours seule? Pourquoi ne jamais parler? Elle chercha des schémas, des indices qui pourraient l'expliquer, mais tout ce qu'elle trouva fut des yeux fatigués et une présence qui s'attardait trop longtemps. Les professeurs parlaient du danger des inconnus dans des assemblées joyeuses, mais aucun ne décrivait ce genre silencieux, celui qui ne poursuit pas, ne touche pas, ne menace pas. Celui qui attend. Une fois, elle arrêta de marcher et se tourna complètement vers lui. Le monde se réduisit au souffle et au mouvement. Il se figea, surpris, comme quelqu'un pris dans une pensée trop lourde à porter. Un instant, quelque chose d'illisible traversa son visage. Du regret, de la peur, de la résolution. Puis il recula juste d'un pas, augmentant la distance sans partir. C'était pire. Parce que cela semblait intentionnel. Elle commença à prendre des chemins plus longs pour rentrer, même quand ses jambes lui faisaient mal. Elle partait avec des groupes, puis s'éloignait tôt. Elle mémorisa les reflets dans les vitres, compta les pas, traqua les ombres. Et toujours, parfois loin, parfois près, il était là. L'homme près de la clôture, silencieux, observant. Pour elle, il n'était ni un père, ni un inconnu, ni un sauveur. Il était une question qui la suivait à la maison, sans réponse et devenant plus lourde chaque jour. Et en l'absence d'explication, la peur devint sa propre vérité, convaincante, complète, terrifiante, et presque impossible à fuir. Peu importe qu'il ne tendît jamais la main vers elle, ne l'appela jamais, ne franchit jamais la ligne qu'elle imaginait entre eux. Le silence, elle l'avait appris, pouvait être plus fort que les cris. Et dans cette force, son esprit écrivait des fins qu'elle ne pouvait effacer, des rapports de police ignorés, des affiches imprimées trop tard, une mère attendant près d'un téléphone qui ne vibrait jamais. Chaque pas qu'elle faisait semblait emprunté, comme si le temps lui-même observait, comptait, se demandant quand elle serait enfin seule, sans témoin, sans pitié, sans avertissement, sans échappatoire. La peur ne resta pas silencieuse très longtemps. Elle fuit à travers des signes précipités, des messages frénétiques, et un moment en larmes capturé par une caméra de téléphone. Un parent qui attendait près de l'école vit la fille signer sauvagement à une amie, le visage pâle, les mains tremblantes alors qu'elle pointait du doigt de l'autre côté de la rue. La vidéo se répandit avant que la vérité ne puisse reprendre son souffle. Dès l'après-midi,
Les chuchotements se transformèrent en avertissements. Les parents se regroupaient à la sortie, scrutant les visages, serrant des clés entre leurs doigts. Quelqu'un mentionna un homme près de la clôture. Quelqu'un d'autre dit arrêt de bus. Un autre ajouta le parc. Les détails s'estompèrent, mais la conclusion s'aiguisa rapidement. Un prédateur. Un tracker. Une menace près de nos enfants. Les responsables de l'école convoquèrent une réunion d'urgence. La sécurité fut renforcée. Des emails furent envoyés avec un langage prudent qui criait quand même danger. Soyez vigilants, s'il vous plaît. Signalez toute activité suspecte. Un nom apparut encore et encore dans les conversations, bien que personne ne le connaisse. Lords. Le silencieux. En ligne, l'histoire prit des dents. Les écrans se remplirent de photos granuleuses prises de loin. Des images zoomées d'un visage fatigué, d'une tête penchée. Les commentaires se multiplièrent. Il a l'air coupable. Pourquoi est-il toujours là? Que quelqu'un découvre qui il est. Quelqu'un dit l'avoir reconnu. Un autre dit que non, mais cela rendait les choses pires. Personne ne demanda pourquoi il était là. Personne ne lui demanda rien du tout. La fille regarda cela se dérouler depuis les marges, la confusion se nouant à la peur. C'était ce qu'elle voulait, n'est-ce pas? Être crue. Être entendue. Pourtant, alors que le bruit montait, quelque chose clochait. La vérité qu'elle portait était petite et fragile, et elle se faisait avaler par une certitude qu'elle n'avait jamais signée. Elle le vit moins après cela. Quand elle le vit, il se tenait plus loin, les épaules voûtées, les mouvements plus petits. Une fois, elle remarqua un téléphone levé vers lui, un étranger filmant ouvertement. Il détourna son visage, pas en colère, pas sur la défensive, juste fatigué. Comme s'il s'attendait à cette fin bien avant qu'elle n'arrive. Des voitures de police stationnaient près de l'école. Des officiers posèrent des questions auxquelles elle ne pouvait pas répondre complètement. De quelle taille? De quelle couleur était la veste? Est-ce qu'il vous a jamais approché? Elle secoua la tête, puis hocha la tête, puis la secoua à nouveau. La peur était certaine. Les faits ne l'étaient pas. Les parents parlaient bruyamment de protéger leurs enfants. Des monstres cachés à la vue de tous. Du fait que le silence était un drapeau rouge. L'ironie passa inaperçue. Les voix les plus fortes avaient décidé de sa culpabilité, et son silence était devenu une preuve. Cette nuit-là, la fille resta éveillée, faisant défiler des postes qu'elle comprenait à peine, lisant les visages plus que les mots. Elle vit de la rage, de la vindicte, du soulagement. Et sous tout cela, quelque chose de plus sombre. Une fin d'avoir raison, même si cela signifiait se tromper sur la vie de quelqu'un d'autre. Elle pressa ses mains l'une contre l'autre, comme elle le faisait quand elle priait. Elle avait voulu la sécurité. Elle avait voulu de la compréhension. Au lieu de cela, elle avait allumé un feu qui brûlait sans demander qui se tenait sur son chemin. Quelque part dans la ville, un homme était assis seul, ignorant à quel point son silence était traduit bruyamment pour lui. Et quelque part entre l'accusation et la réalité, la vérité attendait, inaudible, comme toujours, tandis que le monde criait par-dessus, convaincu qu'il écoutait enfin. Cela arriva juste après le déjeuner, quand l'air dehors de l'école semblait tendu et plein d'attente, comme l'instant avant que le tonnerre n'éclate. La fille se tenait près des grilles avec un groupe d'étudiants, ses mains froides malgré le soleil. Elle le vit en premier, debout près du trottoir, un sac en bandoulière sur une épaule, la posture sur la défensive, comme s'il savait déjà ce qui allait arriver. Une voiture de police s'approcha lentement, puis une autre. Les portes s'ouvrirent. Les voix s'élevèrent. Les gens s'arrêtèrent de marcher. Les parents se figèrent en plein pas. Le cœur de la fille cogna si fort qu'elle le sentit dans ses poignets. C'était ça. C'était la preuve dont tout le monde avait besoin. Sa peur monta, aiguë et validante, se tordant en certitude. Elle avait eu raison. Elle avait essayé de les avertir. Un officier s'approcha de lui avec prudence, la main reposant près de sa ceinture. Un autre fit le tour par derrière. L'homme ne courut pas. Il n'argumenta pas. Il leva les mains lentement, paume ouverte, mouvement délibéré, presque doux. Ses yeux se tournèrent vers la grille de l'école pendant juste une seconde, et la fille se sentit vue d'une manière qui lui fit chuter l'estomac. Elle recula, le souffle court, les doigts tremblants. C'était le moment où les histoires tournaient toujours au sombre. La révélation, la raison. Autour d'elle, les adultes chuchotaient, les téléphones étaient levés, le jugement déjà écrit sur leur visage. Quelqu'un dit Dieu merci. Quelqu'un d'autre dit enfin. L'officier parla. L'homme ne répondit pas. L'officier se répéta, plus fort. Rien. Une confusion ondula vers l'extérieur, prise pour de la défiance. La peur de la fille monta encore plus haut. Bien sûr qu'il ne répondrait pas. Les monstres ne s'expliquent pas. Puis l'officier désigna le sac. L'homme hésita, non par culpabilité, mais par quelque chose de plus lourd. Il hocha une fois la tête, lentement, puis se baissa avec précaution, dézippant le tissu usé. Le son était doux, presque perdu dans le bruit de la foule. Il bougeait comme quelqu'un qui a peur d'effrayer un animal blessé. La fille serra les yeux. Quand elle les ouvrit, rien n'explosa.
Aucune arme n'apparut. Aucune ruée soudaine. Au lieu de cela, il sortit un dossier, les bords pliés, les coins adoucis par l'usage. Puis un autre, et un autre. Il les tint en l'air, les mains tremblant maintenant, non de peur mais d'effort. À l'intérieur, il y avait des papiers, des documents, des photographies. L'officier les prit, les feuilletant, son expression changeant par petits degrés. Confusion, surprise, quelque chose comme de la honte. La foule se pencha en avant, avide de la fin qu'elle attendait, mais elle n'arriva pas. L'homme pointa sa gorge, puis secoua la tête. Il tapota son oreille, puis sa bouche. Sourd, muet, ou les deux. Il pressa une main contre sa poitrine, les yeux humides, puis pointa doucement vers l'école, vers la fille, puis de nouveau vers les papiers. Le temps ralentit. Le bruit s'atténua. La certitude de la fille se fissura, une fine ligne se fendant à travers tout ce qu'elle croyait savoir. Ses mains tombèrent le long de son corps alors que la compréhension planait juste hors de portée. Ce n'était pas une confession. C'était quelque chose d'autre entièrement. Et alors que les officiers continuaient de lire, la vérité commença à affleurer, silencieuse et dévastatrice, changeant la forme de l'histoire pour toujours, tandis que la foule restait figée, réalisant trop tard qu'elle regardait la mauvaise fin se dérouler, convaincue que la peur était de la clarté, ne soupçonnant jamais à quel point ils pouvaient avoir tort, ensemble, bruyamment, publiquement, irréversiblement tort. La foule s'attendait à des excuses, des dénégations, peut-être un silence étiré en entêtement. Personne ne s'attendait à ce que ses mains se lèvent. Il les leva lentement, délibérément, paume ouverte, doigts fermes. Puis il commença à bouger. Pas des gestes maladroits. Pas les signes cassés que les gens apprenaient dans des pamphlets ou des assemblées pleines de pitié. C'était fluide, précis, vivant. Ses mains parlaient avec assurance, l'émotion coulant à travers chaque mouvement, son visage façonnant le sens comme une voix façonne le sang. La fille sentit le monde basculer. Il signa calmement d'abord, se présentant, ancrant le moment. Puis ses mouvements changèrent, une urgence s'étissant. « Je ne te suis pas pour te faire du mal. » La phrase atterrit comme une onde de choc. Des murmures ondulèrent vers l'extérieur, la confusion remplaçant l'indignation. Il se tourna légèrement, s'assurant qu'elle puisse le voir clairement. « Je t'ai remarqué il y a des semaines. Remarqué quelqu'un d'autre te regarder. » Ses mains bougeaient plus vite maintenant, plus acérées. Un homme que tu ne voyais pas. Changeant toujours de place, toujours plus près. La respiration de la fille se coupa. Son esprit revint en arrière à travers ses souvenirs. Des reflets qu'elle avait écartés. Des ombres qu'elle avait blâmées sur la peur. Des moments qui ne cadraient jamais avec le schéma qu'elle avait construit autour de lui. Il signa comment il l'avait vu la première fois près de l'arrêt de bus. Un autre homme, de l'autre côté de la rue, feignant de lire un téléphone. Puis près du magasin. Puis plus près de son immeuble. J'ai essayé d'alerter des adultes. Il secoua la tête, une amertume passant sur son visage. Personne ne m'a écouté non plus. Il expliqua pourquoi il était resté en retrait. Pourquoi il n'avait jamais approché. Je ne voulais pas t'effrayer. Je ne voulais pas devenir le danger que j'essayais d'arrêter. Ses mains ralentirent, lourdes de retenue. Alors je suis resté là où tu pouvais me voir. Là où il ne pouvait pas s'approcher. Les genoux de la fille semblaient faibles. Chaque conclusion peureuse qu'elle avait tirée commençait à s'effondrer sous le poids des détails. Il décrivait les itinéraires qu'elle prenait. Les moments où elle changeait son emploi du temps. Les jours où elle partait tôt ou tard. Il les avait tous remarqués. Non par obsession, mais par vigilance. Quelqu'un dans la foule chuchota, l'incrédulité fit sur en sa voix. Un autre se couvrit la bouche. Les parents échangèrent des regards qui ne semblaient plus justes. L'homme signa à propos de sa fille. Une fille de son âge, disparue il y a 2 ans. Il pressa sa main contre sa poitrine, la douleur ondulant sur son visage. Prise parce que personne n'a écouté quand elle a essayé de les avertir. Ses mains tremblaient maintenant, le chagrin brisant son contrôle. Je me suis promis de ne plus jamais ignorer cette peur. Chez aucun enfant. Les officiers restaient figés, lisant en même temps, leur posture changeant. L'un baissa sa main de sa radio. Un autre déglutit avec difficulté. La fille le fixa, les larmes brouillant sa vision. Le monstre qu'elle avait construit dans son esprit se brisa complètement, laissant derrière un homme usé par la perte, debout seul devant une foule qui avait déjà décidé qui il était. Ses mains se levèrent sans permission, tremblantes, incertaines mais claires. « Vous me protégez ?» Il hocha une fois la tête. « Oui. » Un silence tomba, plus profond qu'avant. Non le silence dangereux de la négligence, mais le genre lourd qui vient quand la vérité arrive tard et indéniable. La peur n'avait pas eu tort. Elle avait simplement été mal dirigée. Et alors que la réalisation se répandait, personne par personne, l'histoire que chacun croyait connaître s'ouvrit en deux, révélant quelque chose de bien plus troublant qu'un méchant caché à la vue de tous. Ils avaient surveillé le mauvais homme depuis le début. Quand il reprit la parole en signant, c'était plus lent maintenant,
comme si chaque souvenir portait un poids qu'il avait appris à soulever avec soin. Il expliqua que son nom n'avait pas autant d'importance que sa raison. Il était un père d'abord, l'avait toujours été, le serait toujours. Sa fille avait été sourde, comme elle, aux yeux brillants, têtue, curieuse du monde même quand le monde ne la remarquait pas. Il signa sur le fait de lui apprendre la langue avec ses mains, sur les histoires du soir racontées par le mouvement et l'expression, sur des rires qui vivaient dans les yeux au lieu de l'air. Un instant, son visage s'adoucit, éclairé par un souvenir qu'il s'autorisait rarement. Puis la douceur se brisa. Elle l'avait averti une fois. Il signa ce mot avec force. Averti. Elle avait dit à un professeur que quelqu'un l'embêtait. Elle l'avait dit à un assistant. Elle avait même essayé de le dire à un agent de sécurité, les mains bougeant vite, la peur se déversant. À chaque fois, les adultes avaient hoché la tête et rejeté cela comme de la confusion. Une exagération. Un malentendu. Les enfants survoient les choses différemment, avait-il dit. Le jour où elle avait disparu, le silence était insupportable. Il avait cherché, supplié, s'était signé épuisé auprès de quiconque voudrait regarder. Des jours plus tard, il l'avait trouvé. Les détails n'avaient pas besoin de mots. Ses mains ralentirent, le chagrin inondant chaque mouvement. Personne dans la foule ne respirait. Après cela, le monde semblait hostile, plein de trous là où la protection aurait dû être. Il ne pouvait pas défaire ce qui était arrivé, mais il refusait que cela se reproduise. Alors il avait appris. Les lois, les systèmes, les angles morts. Il s'était connecté avec d'autres parents, d'autres pertes, d'autres avertissements qui étaient restés inaudibles. En silence, il avait construit quelque chose. Il signa à propos d'un organisme à but non lucratif, formé sans gros titre ni éloge, sur la formation de volontaires maîtrisant la langue des signes pour surveiller les zones scolaires, les trajets de transport, les quartiers où les enfants sourds et handicapés se déplaçaient invisibles, sur des caméras placées avec consentement, sur des canaux de signalement conçus pour les mains, pas pour les voix, sur l'apprentissage aux enfants de la façon de signaler un danger sans craindre d'être ignoré. Le financement venait d'un donateur anonyme. Il sourit faiblement en signant cette partie. C'était lui. Tout ce qui lui restait après avoir vendu sa maison. Après avoir réduit sa vie à l'essentiel et à un but. L'argent ne signifiait rien comparé au temps. Comparé à la vigilance. Il ne détournait jamais le regard parce que détourner le regard une fois lui avait coûté tout. C'était pourquoi il se tenait près des clôtures. Pourquoi il attendait aux arrêts de bus. Pourquoi il regardait les reflets au lieu des visages. Il ne la suivait pas. Il suivait l'homme qu'elle n'avait jamais remarqué. Celui qui changeait de position. Celui qui s'adaptait quand les itinéraires changeaient. Celui qui disparaissait au moment où les voitures de police arrivaient. Il signa que l'homme avait disparu il y a 2 jours. Parti au moment où l'attention s'était tournée ailleurs. Les prédateurs détestent les témoins. Surtout les silencieux qui ne se comportent pas comme des proies. La fille sentit quelque chose se défaire en elle, le chagrin et le soulagement s'entremêlant douloureusement. Chaque moment où elle l'avait craint était maintenant recadré en quelque chose d'insupportable. Il avait porté sa terreur seul, absorbant la haine, les soupçons et les menaces sans jamais se défendre, parce que se défendre aurait signifié l'effrayer. Il signa une dernière chose, les mains stables malgré tout. J'ai regardé parce que personne ne regardait pour ma fille. Je suis resté parce que partir aurait semblé être une trahison. J'étais prêt à être haï si cela signifiait que tu étais en sécurité. Personne ne parla. Certains parents pleuraient ouvertement maintenant. D'autres fixaient le sol, la honte lourde sur leurs épaules. Les officiers se tenaient en retrait, ne le protégeant plus contre, mais protégeant l'espace autour de lui. Dans l'espace entre la peur et la vérité, une seule réalité s'installa. Ils avaient pris la vigilance pour une menace, le chagrin pour une intimidation, l'amour pour un danger. Et l'homme qui ne détournait jamais le regard l'avait fait non pas parce qu'il voulait suivre une fille, mais parce qu'une fois, il y a longtemps, il avait détourné le regard juste un instant, et avait perdu la seule raison qu'il ait jamais eue de regarder le monde du tout. Quand les officiers bougèrent rapidement, ce ne fut pas vers lui, ce fut loin de lui, vers un nom déjà enregistré, un visage déjà à moitié connu. L'homme près de la clôture regarda depuis le côté alors que les radios crépitaient d'une urgence qui correspondait enfin au danger. La vraie menace était quelqu'un d'ordinaire, un homme qui se fondait dans la masse, un volontaire qui aidait au traverser certains jours, qui souriait facilement, qui savait quels enfants ne pouvaient pas facilement appeler à l'aide. Il avait remarqué son silence comme les prédateurs le font toujours, le prenant pour une permission. Il comptait sur la confusion, sur le doute, sur le fait que les adultes supposent un malentendu au lieu d'une menace. Le père signa ce qu'il avait vu des semaines plus tôt. Comment l'homme s'attardait trop longtemps. Comment ses itinéraires reflétaient les siens trop précisément. Comment il disparaissait chaque fois que l'attention dérivait près. Cette fois, les officiers écoutèrent. Cette fois, le silence fut traduit correctement. L'arrestation se produisit calmement, sans spectacle.
Une main sur une épaule. Une question à laquelle on répondit trop lentement. Une fouille qui révéla des choses que personne ne voulait nommer à voix haute. La fille resta figée, la réalisation la submergeant par vagues qui la rendaient étourdie. Sa peur avait été réelle. Terriblement réelle. Elle n'avait simplement pas pointé là où elle le pensait. Le soulagement vint durement, presque douloureusement. Ses mains se pressèrent contre sa poitrine alors que les larmes tombaient, non de terreur maintenant, mais de délivrance. Le poids qu'elle avait porté seul se fendit, se répandant à l'air libre où il pouvait enfin respirer. Elle était en sécurité. Elle l'avait été plus longtemps qu'elle ne le savait. Elle regarda le père, vraiment regarda, et vit l'épuisement superposé à de la détermination. Il rencontra son regard et hocha une fois la tête, ne réclamant pas la victoire, ne demandant pas le pardon. Juste une reconnaissance. Tu as fait confiance à ta peur. Cela compte. Plus tard, quand la foule s'éclaircit et que le bruit s'estompa, elle lui signa avec des mains prudentes. Merci de ne pas être parti. Les mots semblaient petits comparés à ce qu'ils contenaient. Il répondit doucement. Merci d'avoir remarqué que quelque chose n'allait pas. La confiance ne revint pas d'un coup. Cela n'arrive jamais. Mais elle commença là, dans l'honnêteté et la compréhension partagée. Les professeurs s'excusèrent. Les parents apprirent. Les systèmes changèrent, lentement, imparfaitement. Cette nuit-là, la fille dormit sans regarder les ombres. Et quelque part à proximité, un père monta la garde comme il le ferait toujours, non par peur désormais, mais par foi. Foi qu'écouter pouvait sauver des vies. Foi que le silence, quand il est respecté, pouvait devenir une protection au lieu d'une vulnérabilité, et que parfois, la chose qui nous effraie est précisément celle qui nous garde en vie. Pour la première fois depuis le début des avertissements, elle se sentit vue sans être exposée. Sa peur n'avait pas été une faiblesse. C'était une intelligence demandant à être traduite. Les adultes autour d'elle commencèrent à changer de petites choses, puis des plus grandes. Les interprètes arrivèrent à l'heure. Les politiques évoluèrent. La formation suivit. Ce qui avait presque été une tragédie devint une leçon gravée dans la mémoire. Le père retourna à son travail silencieux, ne cherchant jamais la gratitude, ne marchant jamais dans la lumière. L'organisme à but non lucratif grandit, invisible par conception, présent là où les voies échouaient. Et la fille, marchant vers l'école des semaines plus tard, sentit quelque chose de nouveau accompagner ses pas. Non l'angoisse, non la vigilance, de la confiance. Elle regardait toujours les reflets, elle faisait toujours confiance à ses instincts. Mais maintenant, elle faisait aussi confiance au fait que quelqu'un l'écouterait quand ses mains bougeraient. La sécurité ne rugit pas pour exister. Elle chuchote, constante et méritée, promettant que le silence ne signifierait plus l'abandon, et qu'être entendu pouvait enfin sembler comme rentrer à la maison. Le moment vint sans cérémonie. Pas de caméra. Pas de foule. Juste la fille et l'homme debout près de la même clôture qui semblait autrefois une menace. La lumière de l'après-midi adoucissait tout, enlevant l'âpreté des souvenirs qui faisaient encore mal. Elle leva ses mains en premier. Elle tremblait, mais pas de peur cette fois. Merci. Les mots étaient simples, mais ses yeux portaient tout ce qu'elle ne pouvait pas faire tenir dans le langage. De la gratitude, du soulagement. Un chagrin qui n'était pas le sien, mais qu'elle comprenait maintenant. Il répondit lentement, délibérément. Tu es courageuse, pour t'être fait confiance, pour avoir parlé, même quand personne n'écoutait. Ses yeux se remplirent, et il ne détourna pas le regard. Il ne le faisait jamais. Ils restèrent dans un silence, celui qui semblait enfin sûr. Autour d'eux, la communauté bougeait différemment maintenant. Les parents surveillaient leurs enfants avec une nouvelle conscience. Les professeurs s'arrêtaient plus longtemps quand les mains commençaient à bouger. Les conversations passaient de l'accusation à la responsabilité. Les gens parlèrent de la rapidité avec laquelle ils avaient jugé, de la facilité avec laquelle ils craignaient ce qu'ils ne comprenaient pas. Certains s'excusèrent directement. D'autres le portèrent en silence, une leçon cousue dans leur conscience. Pour de nombreux parents, surtout, la réalisation était profonde. La protection n'était pas une question de volume, c'était une question d'attention. La fille rentra chez elle ce jour-là en se sentant plus légère, bien que le monde n'ait pas changé du jour au lendemain. Il y avait encore des lacunes, encore du travail, mais il y avait aussi quelque chose de nouveau. Une promesse, non dite mais réelle, que son silence ne serait plus pris pour une absence. L'homme retourna à ses trajets vigilants, gardant toujours ses distances, choisissant toujours l'invisibilité. Mais maintenant, quand il se tenait près des clôtures ou des arrêts de bus, quelques parents lui faisaient un signe de tête. Non par soupçon, par reconnaissance. Cette nuit-là, la fille signa ses prières avec un calme qu'elle ne connaissait pas auparavant. Elle remercia Dieu non seulement pour la sécurité, mais pour le discernement, pour l'étrange vérité que la peur, quand elle est écoutée correctement, pouvait guider au lieu de détruire. Le silence avait autrefois été sa vulnérabilité. Maintenant, il semblait être une force, une langue qui avait enfin trouvé ses témoins.
Et dans cette compréhension silencieuse entre un enfant et un père en deuil, quelque chose de rare s'était formé. Pas un lien construit sur le sauvetage, mais sur le respect. Deux vies se croisant non par le bruit ou le spectacle, mais par les mains, les yeux, et la connaissance partagée qu'écouter peut être un acte d'amour. Quand le silence est honoré, il ne disparaît pas. Il se transforme. Il devient un abri. Il devient un avertissement. Il devient la sécurité. Le monde n'apprit pas cette leçon par un discours ou un gros titre. Il l'apprit à la dure, par la peur, la honte et une vérité qui n'arriva qu'après qu'un dommage eût presque été causé. La protection ne porte pas toujours un uniforme. Elle ne sourit pas toujours, ne s'explique pas, ni ne met les gens à l'aise. Parfois, elle se tient à distance, incomprise, absorbant les soupçons pour que quelqu'un d'autre puisse rentrer chez lui en sécurité. Les héros ne s'annoncent pas toujours. Certains se déplacent en silence, guidés par le chagrin, la foi et des promesses faites dans le noir. Ils surveillent quand les autres détournent le regard. Ils restent quand partir serait plus facile. Et ils acceptent d'être jugés si cela signifie qu'un enfant dort une nuit de plus en paix. La fille apprit que sa peur n'était pas une faiblesse. C'était de la sagesse demandant à être entendue. Et le monde autour d'elle apprit qu'écouter nécessite plus que des oreilles. Cela exige de la patience, de l'humilité et le courage de faire une pause avant de condamner ce que nous ne comprenons pas. Pour les parents, pour les enseignants, pour quiconque croit qu'il remarquerait le danger à temps, l'avertissement est doux mais clair. Faites attention aux silencieux, aux avertissements qui arrivent sans son, aux mains qui bougent parce que les voix ne le peuvent pas. Parce que quelque part, en ce moment, quelqu'un essaie de parler sans être entendu. Et ailleurs, quelqu'un se tient en garde en silence, espérant qu'il ne sera pas remarqué, seulement qu'il ne sera pas trop tard. Écoutez attentivement, restez patient, protégez les silencieux, et souvenez-vous que les vrais héros nous protègent souvent sans jamais avoir été vus auparavant.